Bon, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous parler sur un projet de recherche qu'on a au Bas-Saint-Laurent qui touche surtout la problématique de la follavoine résistante aux herbicides. Donc, la follavoine, en fait, c'est une graminée considérée parmi les 10 mauvaises herbes les plus endommageables dans les régions tempérées à niveau mondial. Ici au Canada, seulement dans les provinces de Manitoba, Saskatchewan, il est considéré qu'il y a un investissement autour de 4 millions de dollars par année en herbicides seulement pour essayer de contrôler cette mauvaise herbe. Des infestations de mauvaises herbes de la follavoine peuvent causer jusqu'à 70% de perte de rendement dans les petites céréales. Puis, au Canada, en fait, est largement répandu des enquêtes systématiques qui se font dans les provinces et les prairies depuis 2009, je pense. Bon, en fait, non, excuse-moi, depuis 2014, ils démontrent que des champs dépistés peuvent avoir jusqu'à 79% de la présence de follavoine. Aussi, la follavoine n'est pas seulement présente, mais elle est aussi résistante aux herbicides. Au Canada, la résistance aux herbicides des groupes 1, 2, 14 et 15 a déjà été répertoriée dans les prairies. Mais c'est surtout la résistance au groupe 1 et groupe 2 qui sont largement répandues. Donc, par exemple, dans ces inventaires systématiques dans les prairies, ils ont trouvé que jusqu'à 78% des populations sont résistantes au groupe 1 et jusqu'à 43% des populations sont résistantes aux herbicides des groupes 1 et groupe 2, donc la résistance multiple. Par contre, au Québec, entre 2011 et 2018, il y avait seulement eu 5 populations qui ont été classées comme résistantes aux herbicides de groupe 1 par le service de détection de la résistance aux herbicides. Par contre, il faut quand même tenir en compte que ces envois, ces échantillons testés sont toujours envoyés sur une base volontaire. Donc, ça veut dire que si la personne ne soupçonne pas ou n'est pas courant qu'il pourrait avoir une problématique de résistance, elle n'envoie pas des échantillons, on ne fera pas de tests. Donc, ça explique que cette problématique soit sous-estimée. Puis, en fait, une enquête réalisée dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean entre 2014 et 2018, ils ont trouvé qu'en fait, 35% des populations qu'on avait été testées étaient en fait classées comme résistantes aux herbicides de groupe 1. Mais bon, si on parle de la région du Bas-Saint-Laurent, jusqu'en 2020, aucun échantillon n'avait été testé pour la résistance. Puis en fait, aucun dépistage systématique n'avait été réalisé non plus. Mais en 2020, les producteurs du Bas-Saint-Laurent ont manifesté à la fédération de l'UPA de la région leur préoccupation par rapport à une augmentation apparente de la présence de la follavoine dans leurs champs. Dans une enquête qui a été réalisée par la fédération, en fait, ils ont trouvé que 75% des producteurs qui ont répondu au sondage ont constaté qu'il y avait une présence de la follavoine dans les champs et 25% d'entre eux ont aussi pensé avoir la résistance aux herbicides de groupe 1. Et comme je dis, à date, il n'y avait pas aucune enquête réalisée. Donc, on s'est mis ensemble pour déposer le projet. Donc, le projet, c'est un projet d'innovation. Il a 3 objectifs généraux. Donc, c'est réaliser l'inventaire systématique de la follavoine dans la région du Bas-Saint-Laurent, déterminer lesquelles des populations sont résistantes aux herbicides, aussi documenter les cas de résistance afin d'établir des causes potentielles et même aussi des solutions possibles. Puis le troisième, c'est d'établir des fondations de la lutte collaborative, c'est-à-dire avoir une approche communautaire pour le développement et l'adoption de stratégies de lutte intégrée contre la follavoine résistante. Pour aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur la première partie du projet. Donc, en 2021, on avait ciblé, échantillonné autour de 100 champs dans la région de Bas-Saint-Laurent. Puis, on avait sorti une campagne de recrutement de participants dans les régions. Pour le nombre de champs à dépister, on a décidé d'aller vers une allocation proportionnelle. Donc, pour chaque MRC, on fera un dépistage du nombre de champs selon les types de cultures qui sont produits dans cette MRC. Donc, on avait probablement parmi entre vous, vous avez vu les différents pamphlets de clients qu'on avait essayé d'avoir pour recruter des participants. Pour les données, on a décidé de prendre des données en présence et l'abondance, ou la fréquence et l'abondance. Donc, on a pris des données de 2 façons différentes. On a marché les champs, c'est les lignes oranges, pour essayer d'avoir le recouvrement visuel du champ de la présence de la follavoine. On a pris aussi des données dans les quadrats, mais autant dans les champs comme dans la bordure.
puis on a pris aussi les pourcentages moyens ou estimés visuellement dans la bordure. Pour qu'est-ce qu'il était de résistance, en fait, à l'automne, on a retourné dans les champs qui avaient le plus pourcentage de présence de fol d'avoine pour prendre des échantillons de graines matures pour réaliser le test de résistance classique au sérum. Donc, le test classique, pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement on collecte des échantillons, on les envoie au sérum, on va faire le nettoyage. À l'hiver, on va faire un traitement pour briser la dormance des graines. On va produire des plantules qui, par la suite, on va faire la pulvérisation selon les étiquettes pour une fois la dose, mais on va faire aussi toute une panoplie de doses à tester afin d'obtenir des courbes de réponse. On fait des évaluations visuelles des dommages à 2 et à 4 semaines, et par la suite, on analyse les données. En fait, on a fini d'analyser les données vendredi, donc dans les prochains jours qui suivent, tous les producteurs et leurs conseillers vont recevoir en fait les rapports de diagnostic. Par rapport aux résultats, en fait, après notre campagne de recrutement, il y avait eu 24 entreprises qui ont décidé de participer au projet. Et dans ces 24 entreprises, on a échantillonné 66 champs. En fait, on a trouvé que dans les 24 entreprises, 87% d'entre elles, il avait la fol d'avoine. Et dans les champs, 77% des champs, il avait aussi la fol d'avoine. Par contre, dans les entreprises, c'était pas tout à fait toujours était présent dans le sens que 63% des fermes, il avait de la fol d'avoine dans tous les champs dépistés. 21%, il avait la fol d'avoine présente entre 50 et 75% des champs dépistés, donc entre 2 sur 4 ou 3 sur 4. 4% des fermes, il avait seulement la fol d'avoine dans 1 sur 3 des champs dépistés, puis seulement 12% des fermes, il n'y avait pas la fol d'avoine. Ce que ça nous donne ici, c'est qu'en fait, c'est vraiment très important de commencer à établir des protocoles de biosécurité pour éviter que la contamination se passe d'un champ à l'autre. Donc, entre autres, il faut continuer à faire le dépistage pour savoir c'est quoi l'état, surtout dans les champs qui n'ont pas encore la fol d'avoine. C'est très important de commencer à faire le nettoyage des véhicules et de la machinerie pour éviter des contaminations à l'intérieur de chaque champ. Mais aussi dans le cas de l'utilisation de forfaitaires, il faudra quand même nettoyer la machinerie pour éviter l'entrée de la fol d'avoine, mais aussi l'exportation de la fol d'avoine vers des autres champs. Par rapport à la répartition dans la fol d'avoine, en fait, notre dépistage avait été réalisé dans 6 sur 8 MRC de la région. Pour le moment, on n'avait pas eu encore de producteurs qui se sont intéressés au projet dans la Matanie et les Basques, donc on va continuer dans 2022 pour essayer de recruter des personnes dans cette MRC. La plupart des champs étaient dépistés dans la région de la Kamouraska et de la Matapédia, mais il y avait aussi un peu dans toutes les autres régions. Par rapport au pourcentage des champs dépistés qui ont la fol d'avoine, on voit surtout dans le Témiscouata que les 4 champs dépistés ont la fol d'avoine, tandis que dans les autres régions, c'était entre 66 et 80% des champs dépistés. Les 3 fermes qui n'ont pas eu la fol d'avoine, une était localisée dans la région de Rivière-des-Loups et 2 étaient dans la région de la Matapédia. Les dépistages des champs, en fait, étaient réalisés dans 12 cultures différentes, surtout dans le blé, avoine et l'orge, qui avait le plus de pourcentage de champs, mais aussi il a eu le plus haut pourcentage de présence de fol d'avoine, surtout dans le blé. On voit que, par exemple, dans la pomme de terre, qu'il a eu juste un seul champ, mais il n'avait pas de fol d'avoine dans cette culture. Quand on parle de l'abondance, donc on parle de l'état de recouvrement, c'était quand même très variable. Il y avait des champs qui n'avaient pas de fol d'avoine, mais on avait aussi des champs qui étaient couverts jusqu'à 56% de la fol d'avoine. Donc, c'est vraiment, ça va dépendre des cas par cas. Parfois, on parle pas seulement de la ferme, mais même parfois des champs par champ. Donc, c'est un peu difficile de tirer des conclusions pour le moment. Et en fait, le Témiscouata, c'était pas seulement la place qui avait le plus de champs avec la fol d'avoine, mais c'est aussi qu'en moyenne, il avait le plus haut taux de recouvrement, allant jusqu'à 23% des champs. Si on parle quand même de la Métis, Rivière-des-Loups, ont quand même eu de très faibles taux de recouvrement. Quand on parle de l'abondance, aussi, on parle que par rapport à la culture, il y avait quand même des différences. Donc, on voit quand même que dans le blé du printemps, c'était vraiment la culture la plus infestée de fol d'avoine.
suivi par la prairie et par les blés. Mais il faut quand même aussi observer que un peu l'important d'avoir fait le dépistage des bordures par rapport aux champs. La bordure, en fait, c'est les lignes vertes. Parfois, surtout dans le blé de printemps, la bordure était beaucoup plus infestée que les champs. Donc, ça nous donne un peu l'idée de où est-ce que la folle avant pu rentrer dans les champs. Mais aussi, ça va dépendre aussi de la culture, ça va dépendre du champ. Comme je dis, c'est vraiment très, très, très variable. Le blé du printemps, comme je disais, c'était à peu près jusqu'à 50% de recouvrement dans la bordure. Mais quand on utilise les données du quadrat, on observait que dans le blé du printemps, on comptait jusqu'à 206 plantes par mètre carré. C'est énorme si on considère que dans la littérature, on trouve que juste 10 plantes par mètre carré peut causer un rendement de 10% dans les blés et dans 20% dans les lin. Donc, c'est quand même des choses à tenir en considération, puis c'est le moment vraiment de réagir. La bonne nouvelle, par contre, c'est que pour le moment, les quelques champs qui ont été dépistés, notamment blé, en association avec des cultures de couverture comme les pois, pour le moment, on n'a pas encore trouvé de la folle avant dans ces champs. Donc, ça peut quand même donner des pistes de solutions ou de potentiels traitements à suivre pour le futur. Donc, juste pour que vous donniez une idée des champs, ici à gauche, vous voyez un champ de maïs. C'est quand même un peu comme dans la limite en champ. Et vous voyez toute la partie jaune à terre, c'est la folle avoine. Et vous voyez, c'était très infesté comme bordure. Puis ici à gauche, c'est une lucernnière. Toutes les parties qui sont comme en jaune clair ou vert pâle, c'est vraiment la folle avoine qui est en train d'épier. Et donc, vous voyez même dans l'horizon, c'est quand même très infesté, c'est une problématique assez importante. Quand on parle de la résistance aux herbicides, on a, comme je disais, on a juste retourné au champ pour les 19 champs les plus infestés. De ces 19 champs, en fait, on a trouvé que dans 94% des champs, il avait eu la folle avoine. Puis, c'était surtout, pour la folle avoine, en fait, on a testé 3 matières actives. Donc, on a testé les phénoxaprop, les clarcoxidine et l'épinoxalène, qui sont 3 matières actives du groupe 1. Puis, on trouve qu'en fait, 84% des échantillons sont résistants au phénoxaprop, 61 au clarcoxidine et 66 au pinoxalène. En fait, de cet échantillon, 27 populations sont résistantes à 2 matières actives et 44% d'entre eux sont résistantes à 3 matières actives. Donc, on parle vraiment d'une problématique de résistance croisée assez importante. Vraiment, comme conclusion générale, je peux dire que c'est la première étude qui a démontré que la folle avoine est vraiment très répandue dans la région de Bas-Saint-Laurent, avec 77% des champs échantillonnés qui ont la folle avoine. Et c'est un taux qui se ressemble beaucoup à celle de la problématique dans les prairies qui ont environ 79%. La majorité des populations testées sont résistantes à l'herbicide de groupe 1 avec un taux moyen de 94%. Et en fait, ce taux est plus élevé que pour la prairie, qui c'est environ 78%, et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui c'est juste 35%. Puis aussi, on a confirmé la résistance croisée pour 2 ou 3 matières actives. Pour le moment, les blés, c'est vraiment la culture qui a le plus haut taux de recouvrement de la folle avoine. Puis on a trouvé des foyers qui ont jusqu'à 206 plantes par mètre carré. Pour le moment, le pourcentage de recouvrement, c'est vraiment trop variable. On ne peut pas vraiment tirer des conclusions de c'est quoi qui pourrait le causer. On a, dans le deuxième objectif, on a déployé un questionnaire pour analyser l'historique des champs et les pratiques agricoles. Pour le moment, on n'a pas encore vraiment eu un très bon taux de réponse, ce qui nous empêche à un certain point de tirer des conclusions plus éloignées. On va considérer la saison 2022 pour essayer d'aller chercher cette réponse, en plus de continuer à faire notre dépistage dans les champs pour essayer de compléter le projet et avoir des possibles pistes de solutions. Donc, je voudrais quand même remercier tous les producteurs et les conseillers qui ont participé pour le dépistage et les petits échantillons et tous les collaborateurs du projet qui nous ont aidés énormément dans la réalisation de projet. Donc, merci beaucoup et si vous avez des questions, ça me fera plaisir de les répondre.